Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette histoire 2024. Je m'appelle Fanny Boone, je suis anesthésiste réanimatrice au CHU de Toulouse et j'ai l'honneur de modérer cette session aux côtés de mon collègue Dr François Després qui est anesthésiste réanimateur à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et nous allons nous intéresser à la thématique de l'hyperthermie maligne d'effort. Nous allons organiser cette discussion autour d'un cas clinique, un cas réel que nous allons dérouler et à partir duquel nous allons discuter. Donc on démarre. Merci beaucoup Fanny. Donc ce cas clinique d'un homme de 43 ans qui a comme principal antécédent un psoriasis et donc il participe à une course en vélo pendant une canicule en plein mois d'août. Donc là d'emblée on a déjà un facteur de risque de faire un coup de chaleur, le fait de faire un effort intense pendant une période de forte chaleur. Et donc cliniquement, le patient s'effondre à 14h15, il fait un malaise avec une crise tonico-clonique. Et à l'arrivée du SMUR à 14h50, le patient est retrouvé dans le coma Glasgow 3 avec des pupilles intermédiaires réactives. Il est tachycarde à 150, normotendue à 120-50 mm de mercure. Et il est hypertherme à plus de 40, à 40,1 ici. Donc là, on a déjà le diagnostic Là, on a supposé. déjà le diagnostic d'un coup de chaleur avec des facteurs de gravité. Donc le coup de chaleur parce qu'on a le contexte avec un patient qui en plus est hypertherme à plus de 40, qui est un facteur de gravité et de pronostic, et une atteinte neurologique d'emblée grave avec les crises tonico-cloniques et le coma Glasgow 3, qui sont là aussi des facteurs de gravité et de pronostic. D'accord, donc ça s'inscrit dans un continuum et tu peux nous rappeler un petit peu comment progresse du coup de chaleur finalement à l'hyperthermie maligne d'effort? Oui, la physiopathologie, elle est simple, elle est un peu comme souvent dans les états qui nous amènent dans des états graves, comme dans le sepsis par exemple. On a d'abord des mécanismes compensateurs et donc on va avoir d'abord un état compensé. Donc quand on a chaud, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une vasodilatation périphérique, notamment cutanée, pour tenter d'éliminer la chaleur par la transpiration et par voie cutanée. Et puis, pour augmenter ce débit cutané, on va devoir prendre le sang quelque part, et donc il va y avoir une diminution du débit splanchnique pour augmenter la perfusion cutanée. Et puis si l'exposition à la chaleur continue, à ce moment-là on peut arriver dans un état décompensé avec une diminution de la pression veineuse centrale, une diminution du débit cardiaque, une diminution de la perfusion globale, notamment splanchnique, qui peut s'aggraver, qui peut être responsable d'une endotoxinémie et de translocation, et donc qui peut aggraver le CIRS qui est déjà en place, et ça peut mener à une défaillance multiviscérale, une CIVD, une défaillance cardiaque, défaillance respiratoire, neurologique, menant jusqu'au décès dans un grand nombre de cas quand on est dans cette phase décompensée. Donc au final, quand on reçoit ces patients-là au déchocage ou en réanimation, ils sont déjà dans la phase décompensée avec des défaillances qui s'installent. Là, clairement, oui, ce patient-là, il est déjà dans la phase décompensée puisqu'on a déjà le coma, une tachycardie déjà à 150 par minute. Là, on l'a pas encore intubé, etc. Mais probablement qu'il va rapidement développer un état de choc. Donc là, on est déjà clairement chez un patient extrêmement grave. Donc notre patient va être pris en charge sur place déjà par service de mobile d'urgence et de réanimation avec des actions à mener déjà à la phase initiale. On a un patient qui présente des troubles neurologiques, il va falloir probablement intuber puis refroidir. Est-ce que tu peux nous discuter un petit peu avec nous des thérapeutiques qu'on va engager pour l'induction et comment on peut refroidir ce patient-là déjà en préhospitalier? Oui, bien sûr. Donc on a mis là au centre le flocon. Vraiment la première mesure chez ce patient-là, ça va être le refroidissement. Et en fait, on voit que entre la survenue de la crise tonico-clonique et l'arrivée du SMUR, là il s'est passé quasiment une demi-heure sur le début du cas clinique. Il faut vraiment que pendant ce temps-là, il y ait déjà un refroidissement qui soit mis en place, parce qu'on va voir que c'est le facteur pronostic majeur, c'est la vitesse du refroidissement, on va le voir après. Là, le patient est dans le coma, il vient de criser, il est Glasgow 3, il va falloir l'intuber, et donc pour ça, il va falloir choisir les drogues qu'on va utiliser. Clairement ici, pas de curare dépolarisant, pas de succinylcholine qui va être à risque d'aggraver l'hyperthermie, d'aggraver peut-être la rhabdomyolyse que le patient a déjà. Et donc on va utiliser un curare non dépolarisant qui peut être utilisé en séquence rapide, et donc c'est la molécule de choix, le rocuronium ici. Le fait de curariser ce patient va aussi permettre d'éviter le risque de frisson quand on va vouloir le refroidir, qui pourrait contrecarrer notre tentative de refroidissement.
Pour ce qui est de l'hypnotique, c'est un patient qui a fort risque là, de développer un état de choc. Il est déjà tachycarde à 150. Pour le moment, on va dire que l'état de choc est peut-être compensé. Mais là, le fait de placer sous ventilation mécanique invasive et de l'intuber risque de clairement le décompenser. Donc il va falloir utiliser un hypnotique qui est peut-être moins vasoplégiant, par exemple, que le propofol. Et on préférera sans doute chez ce patient-là utiliser par exemple la kétamine pour l'induction en séquence rapide. Et puis pour l'entretien, peut-être plutôt du midazolam là, qui aura un effet anticonvulsivant et peut-être un peu moins d'effet hémodynamique que le propofol. Et puis ce patient, il va falloir le transporter vers un service de réanimation, mais vraiment la priorité va être au refroidissement avant même le transport. Si on n'arrive pas à le refroidir avant le transport, clairement le pronostic va être très péjoratif. Et au cours du transport, il va aussi falloir, dans le camion, mettre tout ce qu'on peut en œuvre pour pouvoir refroidir ce patient. Ça veut dire mettre la clim à fond, poursuivre les manœuvres de refroidissement externe avec ce qu'on a, des draps mouillés par exemple. On va le préciser un peu après, toutes les méthodes possibles de refroidissement. Si on a aussi des solutés, des cristalloïdes froids, eh ben, il faut passer tout ce qu'on peut faire pour refroidir le patient. Donc, si je fais la synthèse que tu nous as dit, c'est une urgence médicale, c'est gravissime ce qui est en train de survenir chez ce patient. Le patient présente des troubles de la conscience profonds après une crise tonico-clonique, mais probablement associé aussi à ce coup de chaleur, à cette hyperthermie maligne. Donc, induction anesthésique. On n'utilise pas les curares dépolarisants. On favorise la curarisation continue pour peu qu'en plus on ait un trajet long. On refroidit le plus vite possible dans l'attente des secours médicalisés. Donc avec les secouristes, il ne faut pas hésiter à préconiser ces manœuvres de refroidissement dès l'appel au 15. Et on transfère le plus rapidement possible vers une unité de soins critiques plus à même de refroidir plus efficacement ce patient. Effectivement, j'ai oublié un point important dans la phase, même avant l'arrivée du SMUR. Il faut absolument retirer le patient de la source de chaleur parce qu'en général, il s'effondre par exemple sur le bitume. Un bitume qui va être souvent extrêmement chaud, donc qui va d'une part contribuer à la persistance de l'hyperthermie et d'autre part qui peut être responsable de brûlures cutanées, donc qui viendrait aggraver le tableau. On se retrouverait avec un patient avec un coup de chaleur et en plus une brûlure grave. Donc il faut clairement retirer le patient de la source de chaleur immédiatement. Donc, on a compris le côté crucial du refroidissement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? À quel rythme? Quelles sont les techniques les plus efficaces, et en particulier dans les premières minutes? Il faut être extrêmement agressif dans toutes les études et les séries qui sont publiées sur le sujet. Le facteur principal associé au pronostic, c'est la vitesse du refroidissement et la cible de la température qu'on veut atteindre. Donc la cible, on veut passer sous les 40 degrés, c'est clairement au-dessus des 40 degrés et à l'extrême au-dessus des 42 que vraiment tout s'emballe et qu'on commence à avoir des morts cellulaires, de l'apoptose et que les organes vraiment vont tous défaillir. Donc il faut avoir cette cible de 40 degrés et il faut l'atteindre très rapidement et dans les séries qui sont publiées, c'est vraiment en 30 minutes. Et donc pour ça, les méthodes de refroidissement les plus efficaces, ça va être de baigner le patient dans de l'eau glacée. Donc ça, c'est pas forcément disponible sur site, mais de plus en plus quand même dans les événements sportifs à haut risque, il y a des unités comme ça de refroidissement avec soit déjà des bains glacés ou des tentes spécifiques dédiées au refroidissement des patients. Si on n'a pas de bain d'eau glacée, le bain d'eau froide est également efficace. Et puis sinon, c'est des draps glacés ou des draps mouillés. Mais il faut vraiment absolument refroidir ce patient et le refroidir vite. Au final, les séries montrent que quand on refroidit trop lentement, au final, le pronostic est bien plus mauvais. Donc ça, il faut vraiment qu'on soit proactif dans cette démarche. Clairement. C'est le facteur pronostic majeur. Donc finalement, ce patient est transporté, il arrive à l'hôpital. Au cours du transport, ce qui était un peu attendu arrive. Il continue de se dégrader, notamment sur le plan hémodynamique. Donc il a reçu 2 litres de cristalloïdes pendant le transport. Il arrive déjà sous 2 mg de noradrénaline. À la pose de la sonde urinaire en réanimation, le patient est strictement anurique. Et quand on prend la température à l'arrivée, la température a continué à monter, il a 42,2. Donc là, on est clairement en échec de refroidissement, avec une température même qui ne se stabilise pas, qui monte. Donc là, on s'attend à quand même une catastrophe chez ce patient parce qu'à plus de 42 de température, les organes vont probablement défaillir les uns après les autres.
Qu'est-ce qui explique selon toi que malgré ce qui a été initié dans la première demi-heure, la première heure, le patient continue à être hypertherme et cette hyperthermie atteint les 42 degrés? Là, on n'a pas tous les détails ici, mais peut-être que le patient n'a pas été suffisamment refroidi avant de débuter le transport et que sans doute il faut vraiment prendre ce temps-là. Il est même vraiment plutôt recommandé de refroidir le patient avant de le transporter, c'est vraiment l'urgence. Et qu'après, peut-être que pendant le transport, il n'y avait aucun moyen de refroidissement ou des moyens assez sommaires qui n'étaient pas suffisants. Et après, la machine s'emballe et la température continue de monter. Donc à l'arrivée à l'hôpital, en plus de l'examen clinique, il y a un électrocardiogramme qui est réalisé, qui retrouve des anomalies, des troubles de repolarisation un peu diffus, avec une échographie cardiaque transthoracique qui est faite immédiatement, qui retrouve finalement pas de dysfonction contractile, plutôt des stigmates d'hypovolémie avec une FEVG conservée et un kissing VG. Ici, il y a le choix qui a été fait de faire rapidement un scanner, un body scanner, donc cérébral, thoraco-abdominopelvien, qui était sans particularité. C'est peut-être pas là l'urgence ici à aller faire le scanner, parce qu'on a dit que l'urgence c'était au refroidissement, et on voit bien que pendant tout le transport au scanner, on sera dans l'incapacité de refroidir correctement ce patient. Donc le scanner peut-être dans quelques heures, mais probablement pas là à la phase toute initiale. Oui, probablement que ça faisait partie du bilan étiologique, d'un malaise au cours d'un effort, donc peut-être pour éliminer une rupture d'anévrisme intracrânien par exemple, ou l'électrocardiogramme pour éliminer aussi une complication coronarienne aiguë. Mais c'est vrai qu'à privilégier, en tout cas l'échographie transthoracique va être très informative sur la réponse hémodynamique et la compensation cardiaque. On sait qu'en cas d'hyperthermie maligne d'effort, on a une augmentation du débit cardiaque qui permet de compenser la vasoconstriction, la vasodilatation pour essayer de diminuer la température du patient. Donc ça peut nous apporter des informations en cas de mauvaise compensation. L'électrocardiogramme paraissait quand même indispensable et le scanner, effectivement, pouvait être discutable dans le délai, finalement. Par contre, la biologie va être assez informative. Ouais, donc là, c'est le bilan biologique vraiment à l'admission, avec d'emblée des troubles métaboliques extrêmement sévères. On a là une hyperkaliémie à presque 7 millimoles par litre, donc une urgence vitale, puisque c'est une hyperkaliémie là, aiguë. Les signes électrocardiographiques, ils sont probablement un peu compliqués parce qu'il y a également une atteinte myocardique en lien avec le coup de chaleur, mais là, il va falloir traiter immédiatement cette hyperkaliémie. Qui est aussi donc, plurifactorielle. Il y a l'insuffisance rénale aiguë, la rhabdomyolyse qu'on voit ici avec la myoglobine qui est déjà extrêmement élevée, là, plus de 13 000. Donc il va falloir mettre un traitement cardioprotecteur, donc le gluconate de calcium en intraveineux direct, très vite, 2 ampoules, et puis des médicaments pour transférer le potassium du secteur extracellulaire au secteur intracellulaire, avec ce qu'on a dans l'arsenal thérapeutique, c'est l'insuline, glucose, et puis les bêta-2 mimétiques. On peut discuter éventuellement les bicarbonates également, qui vont avoir un effet de transfert chez ce patient qui a déjà une acidose métabolique. Là. Donc ça peut être également un médicament qui peut aider à faire baisser la kaliémie. On voit également qu'il y a une insuffisance rénale aiguë d'emblée. Le patient, on a posé une sonde urinaire, il est anurique. Compte tenu de la gravité de son tableau initial, il est quand même assez peu probable qu'il reprenne une fonction rénale efficace dans les heures qui viennent. Et donc, il va falloir se poser la question de poser un cathéter de dialyse assez rapidement chez ce patient. Là, on va peut-être continuer à le réhydrater, à compenser l'hypovolémie associée. Est-ce qu'on a des données pour penser qu'il faille faire plutôt des cristalloïdes? Et quel type de cristalloïdes? Des solutés balancées, du chloruré? Ouais, donc clairement, pas de colloïdes. Là, quand même, en réanimation générale, il y a quand même beaucoup de données maintenant qui laissent à penser qu'il faut faire des cristalloïdes. Maintenant, entre cristalloïdes balancés ou NaCl à 0,9%, chez ce patient-là qui est neurolésé, qui a convulsé, et on ne sait pas encore ce qui se passe dans sa tête, il faut probablement là privilégier le NaCl à 0,9% ici pour la réanimation et le remplissage vasculaire, plutôt que les solutés balancées qui sont plutôt hypoosmolaires et donc à risque quand même d'aggraver un éventuel œdème cérébral. Donc ici, du NaCl à 0,9%. Voilà, sachant que ce patient n'est pas hyponatrémique, mais que classiquement, chez les marathoniens qui perdent beaucoup d'eau et de sel pendant leur effort, et pour peu qu'ils ne se réhydratent pas de façon adaptée, on peut avoir des hyponatrémies en plus. Ouais, tout à fait, c'est très fréquent. L'effort.
Donc là, le bilan hépatique extrêmement perturbé d'emblée avec une cytolyse et donc déjà et un foie de choc et puis l'effet aussi du coup de chaleur direct sur le foie qui induit de la cytolyse. Et donc là, avec ce bilan hépatique-là, si on décide d'épurer le patient, de faire l'épuration extra-rénale, si on décide d'une technique continue, clairement ici pas de calcium citrate compte tenu de la défaillance hépatique. On voit qu'il y a un bilan d'hémostase extrêmement perturbé aussi avec une CIVD. Hein. Tous les facteurs sont bas, il y a une thrombopénie. Donc là, pour la pose des cathéters, se pose la question quand même d'aller passer peut-être des PFC à ce patient. En tout cas, si il y aura pose de cathéter, ce sera éco-guidé par un opérateur entraîné. Et puis sans doute après quand même la perfusion ici de PFC compte tenu de la CIVD, même si il y a aussi un risque thrombotique qui est réel, hein, dans ces tableaux très inflammatoires, malgré toutes ces baisses de facteurs. On a parlé des thérapeutiques par rapport à l'hyperkaliémie, l'insuffisance rénale. Est-ce qu'on a déjà des thérapeutiques à initier pour l'insuffisance hépatocellulaire qui est quand même grave, hein. On voit qu'un facteur 5 à 2%, un TP à moins de 10%. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Ouais, pour l'insuffisance hépatocellulaire, comme souvent en tout cas pour le moment, on n'a pas grand-chose. Hein, donc on peut faire de la N-acétylcystéine. Il n'y a pas de contre-indication à en faire. En tout cas, il n'y a pas assez de données pour montrer que c'est un effet incroyable chez ces patients-là. Donc on peut faire de la N-acétylcystéine. Et il faudra, on l'a pas ici, mais il faudra vraiment surveiller très étroitement la glycémie. Ce patient est à fort risque de faire des hypoglycémies. Il est neurolésé, donc il faudra vraiment dépister et traiter ces hypoglycémies très précocement pour limiter les agressions cérébrales secondaires. Et au final, quand on voit ce bilan hépatique, on pourrait se dire que le paracétamol pourrait être un médicament de choix pour lutter contre l'hyperthermie. Qu'est-ce que tu en penses? D'une part, ouais, assez peu de données pour montrer que c'est efficace dans ces tableaux, que le paracétamol soit efficace dans ces tableaux de coups de chaleur. Et puis, effectivement, là, on n'a clairement pas envie d'utiliser un médicament hépatotoxique. Tant qu'on parle des médicaments éventuellement qui peuvent lutter contre l'hyperthermie, il y a aussi les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui pourraient sembler séduisants par notamment leur effet anti-inflammatoire hein, dans ce tableau de Sears. Mais clairement, pour leurs effets sur le rein et sur la coagulation, c'est des médicaments qui pour le moment ne sont pas recommandés dans ces tableaux. Donc au final, pas trop de cibles thérapeutiques médicamenteuses pour le... Non, en dehors du refroidissement externe, pour le refroidissement, on n'a pas de médicaments efficaces actuellement pour recommander. Donc si on reprend un peu les déférences d'organes associées à ce coup de chaleur, est-ce que tu peux nous en faire un peu la synthèse et qu'on revoie ce qu'on peut proposer comme arsenal thérapeutique? On voit que ce patient-là, il a déjà la déférence neurologique, donc avec les crises convulsives, le coma, donc il a peut-être déjà de l'œdème cérébral, donc on verra qu'il va falloir protéger le cerveau dans nos manœuvres de réanimation. On peut avoir chez ces patients-là une atteinte pulmonaire avec des SDRA, des œdèmes lésionnels, ce qui est pas, on n'a pas encore le gaz du sang là, mais ce qui n'était pas le cas chez ce patient. On a clairement des défaillances hépatiques qui peuvent être présentes, et ce qui est déjà le cas chez ce patient, hein, le foie extrêmement sensible à l'hyperthermie. De l'hypoperfusion digestive avec très rapidement aussi de l'endotoxinémie, ça a été très bien montré sur des modèles animaux. Et donc, on n'en a pas parlé, mais probablement pas hésiter chez ces patients-là à mettre une antibiothérapie probabiliste large spectre quand on a des tableaux aussi graves, parce qu'il y a sans doute de la translocation qui peut contribuer ou participer en tout cas au tableau de déférence multiviscérale et de Sears. Et donc finalement, on va faire de la réanimation un peu symptomatique d'organes. Hein. Donc si on s'intéresse au neurologique, de la neuroprotection, éviter les agressions secondaires, sédation, curarisation, et puis toujours le refroidissement qui va participer à la neuroprotection. Sur le plan hémodynamique, il va falloir monitorer ces patients de manière étroite, avec un monitorage du débit cardiaque, de la pression veineuse centrale. Le remplissage, on en a parlé, c'est des cristalloïdes et plutôt du NaCl à 0,9% compte tenu de l'agression cérébrale. Ici, on a fait une échographie cardiaque, il n'y a pas de défaillance cardiaque et donc pas nécessité d'introduire des inotropes, donc plutôt de la noradrénaline en première intention sur un tableau en général de choc distributif. La déférence hématologique, on en a parlé avec la CIVD,
pas nécessairement de transfusion sur des chiffres et des valeurs d'hémostase, c'est vraiment clinique. Hein. Si le patient effectivement a des saignements au point de ponction ou qu'il commence à saigner des muqueuses, il faudra probablement le transfuser et compenser cette consommation. Au niveau rénal, pas grand-chose à faire en dehors de faire comme sur le cerveau, hein, limiter les agressions secondaires, donc traiter l'état de choc hémodynamique, éviter la congestion, éviter l'hypovolémie et les agressions secondaires, hein, donc pas d'anti-inflammatoires. Le foie, on en a dit quelques mots aussi. Du mucomyste, on peut en donner, même s'il y a assez peu de données, et lutter contre les hypoglycémies. Et toujours, hein, on continue le refroidissement, qui est vraiment notre objectif principal et qui est ce qui peut sauver ce patient. Si on n'arrive pas à le refroidir, on n'arrivera pas à le sauver. Donc au final, en réanimation, alors nous, on a le centre de Grand Brûlé au CHU de Toulouse, donc on a toujours la possibilité d'aller amener ces patients-là dans la baignoire, hein, des brûlés, pour les refroidir. Mais après, les services de réanimation ont parfois des dispositifs qui permettent d'allonger les patients pour les doucher aussi. Qu'est-ce que tu préconises en pratique? Comment on peut faire pour refroidir le plus rapidement possible une fois qu'ils sont dans un lit de réa, dans une chambre de réanimation? Vraiment, on a vu ce qui était le plus rapide, hein, c'était l'immersion dans l'eau glacée, l'immersion dans l'eau froide ou les draps froids. Donc, tant que le patient est au-dessus de 40, il faut clairement, je pense, essayer d'utiliser une de ces trois techniques, où qu'on soit, pour passer en dessous des 40. Une fois qu'on est passé en dessous des 40, on est, je vais dire, un peu plus tranquille en tout cas. Il faut continuer d'essayer de le refroidir, mais là, on peut utiliser des techniques peut-être qu'on a plus l'habitude d'utiliser en réanimation, avec ou des tunnels de froid, ou des packs de froid au niveau des cathéters. Et puis il existe également des vestes maintenant refroidissantes qu'on peut tout à fait utiliser dans cette indication. Donc au final, les messages clés que je retiens, c'est que finalement, il faut prévenir le coup de chaleur, notamment dans les grandes manifestations sportives, avec de plus en plus d'unités de refroidissement qui sont implémentées au long du parcours ou au moins à la fin d'un marathon, d'ultra-trail, pour pouvoir intervenir immédiatement sur ces coups de chaleur. Ça va être fondamental. On va être, de toute façon, avec le réchauffement climatique, de plus en plus être exposé à ce type de pathologie. Il y a aussi de plus en plus d'événements de sports extrêmes, type ultramarathon, etc. Et donc on va être de plus en plus exposé à ce risque-là. Et clairement, ce qui est montré dans la littérature, c'est que quand ces unités sont implémentées sur ce type d'événement, ça diminue drastiquement le risque de coups de chaleur graves. Et donc, en général, ils mettent ces unités, c'est soit des bains d'eau glacée, des bains d'eau froide, ou des chambres refroidissantes sur ces événements, avec des brumisations, etc. Alors on a beaucoup parlé du sportif, mais il faut avoir en tête également qu'il y a beaucoup d'ouvriers qui sont exposés sur des chantiers en période caniculaire et qui sont tout à fait exposés aussi à ce type d'événement. Tout à fait, il va falloir, pareil que le travail s'adapte à ces chaleurs extrêmes. De la même manière que sur les événements sportifs. Et avoir des bons réflexes et au final même arroser quelqu'un avec un jet d'eau disponible sur site, sur un chantier, ça peut être aussi une bonne manière de refroidir les patients dans l'attente des secours. Oui, tout à fait. Et puis, vraiment, je le répète aussi, hein, l'extraire de la source de chaleur, c'est-à-dire s'il est en plein soleil, il s'est effondré sur le sol chaud, on le met à l'ombre, et on le met sur une surface qui n'est pas extrêmement chaude, qui en tout cas n'est pas à risque d'infliger en plus des brûlures cutanées qui aggraveraient le tableau. Donc notre objectif, c'est quand même de monitorer la température centrale, ou au moins au moyen d'une sonde vésicale ou d'une sonde œsophagienne, pour ne pas passer à côté de l'absence de diminution de la température et viser vraiment ces 40 degrés le plus tôt possible. Hein. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'objectif qu'on doit avoir et c'est vraiment cette première demi-heure qui est cruciale. Il faut faire baisser la température extrêmement rapidement dans cette première demi-heure et passer sous la barre des 40 dans la première demi-heure. C'est clairement ce qui est associé au pronostic des patients. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais quand on admet déjà ces patients-là en soins critiques, leur mortalité, elle est à plus de 50%. Au final, les hyperthermies malignes d'effort qui nécessitent l'admission en soins critiques avec déférence multiviscérale sont grévées d'une mortalité vraiment... extrêmement importante. Et donc, c'est pour ça que vraiment la prévention et le traitement précoce de l'hyperthermie, c'est des facteurs majeurs pour limiter la survenue de ces coups de chaleur un peu dépassés avec des déférences multiviscérales un peu cataclysmiques. Pour lesquels finalement on n'aura uniquement qu'un arsenal symptomatique de support d'organes. Pour le moment, c'est vraiment que du symptomatique.
Eh bien, merci François, je pense que c'était très clair et les messages, j'espère, seront passés. On rend l'antenne. Merci à toutes et à tous. Merci Fanny. Merci.